Le chef du parquet national antiterroriste, le magistrat le plus puissant de France en matière de terrorisme, a prononcé 3 noms: l'Iran, la Russie et l'Algérie. C'est exactement ce que l'affaire Amir DZ, dont j'ai beaucoup parlé, est en train de faire. Les enquêteurs sont convaincus que c'est, je cite, Tebboune lui-même qui a donné son feu vert pour que soit réalisée cette opération. Le pouvoir de Tebboune a multiplié, il faut le dire, les gesticulations, les déclarations intempestives, les articles commandités, orduriers, insultants. Il a forcé Olivier Christen à mettre le dossier sur la place publique pour le sanctuariser. Pour protéger ce dossier, Olivier Christen a décidé d'en parler publiquement. Tout le monde sait que l'État algérien fait l'objet d'une procédure judiciaire pour terrorisme d'État. Essayez aujourd'hui d'aller demander à Macron ou à son successeur de se mêler de ce dossier. Allez-y. Maintenant que l'opinion publique française sait qu'il existe, maintenant que les médias en parlent, c'est impossible. Merci Tebboune, c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour justement faire en sorte à ce qu'on parle de ce dossier de plus en plus encore. Le 3 avril dernier, sur une radio nationale française, le chef du parquet national antiterroriste, le magistrat le plus puissant de France en matière de terrorisme, a prononcé 3 noms: l'Iran, la Russie et l'Algérie. 3 États souverains, 3 États officiellement visés néanmoins par des procédures antiterroristes actives sur le sol français. Ce n'est pas une déclaration politique, ce n'est pas l'opinion d'un journaliste, c'est un acte judiciaire. Et derrière ces 3 mots, il y a un dossier épais, très épais même. Un dossier dans lequel apparaît un nom, et pas n'importe lequel, celui de Abdelmadjid Tebboune. Dans quelques minutes, je vais vous dire précisément ce que la justice française sait, ce qu'elle a prouvé, et ce qui sera dit publiquement dans quelques mois devant un tribunal français d'ici probablement à la fin de l'année 2026 ou au début de l'année prochaine. Il y a un moment où une affaire judiciaire cesse d'être une affaire judiciaire. Elle devient en vérité un révélateur. Elle expose au grand jour ce que des dirigeants pensent réellement de leurs partenaires, de leurs institutions et de leurs propres citoyens. C'est exactement ce que l'affaire Amir DZ, dont j'ai beaucoup parlé, est en train de faire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer 4 choses. Premièrement, ce qu'a dit précisément le procureur Olivier Christen et pourquoi chaque mot compte. 2, ce que la justice française sait aujourd'hui sur cette affaire et ce que le pouvoir algérien, lui, ignore encore. Troisièmement, pourquoi Tebboune et Sasmala, je dirais, ne comprennent absolument rien au fonctionnement de la justice française et pourquoi cette incompréhension les mène droit dans le mur. Quatrièmement, les conséquences politiques et diplomatiques de tout ceci parce qu'elles seront considérables, je puis vous l'assurer. Je vais être très factuel et je vais essayer d'être même très précis et très pédagogique. Je vais vous parler comme si vous étiez des adultes, ce que vous êtes, contrairement à ce que fait le pouvoir algérien avec son propre peuple. Premièrement, il faut rappeler ce qu'a voulu dire Olivier Christen et pourquoi ce qu'il a dit est historique. Alors, qu'a dit précisément le procureur antiterroriste? Il a donné un chiffre d'abord. 8 affaires en cours relevant du terrorisme d'État, je cite dans le texte. 8. Et il a choisi de citer 3 pays qui sont directement concernés: l'Iran, la Russie et l'Algérie. Factuellement, c'est vrai, les 8 procédures concernent ces 3 pays. Ces 8 procédures existent bel et bien. Il a ensuite précisé les modes opératoires. L'Iran cible la population française en général, ou à tout le moins l'un de ses segments, en l'occurrence la communauté juive. La Russie et l'Algérie, elles, ciblent des opposants. Les Russes ciblent d'autres Russes et les services algériens ciblent des Algériens. Des ressortissants donc, des gens qui ont eu le tort de critiquer leurs dirigeants depuis le sol français ou ailleurs. Et là aussi, tout ceci est factuel.
c'est documenté, c'est dans le dossier judiciaire. En tout cas, s'agissant de l'Algérie, cela ne fait aucun doute, pas plus qu'il y ait un quelconque doute sur les autres affaires qui concernent la Russie ou l'Iran. Mais voici ce que beaucoup n'ont pas compris au sujet de cette déclaration. Olivier Christen n'a pas inventé une catégorie juridique, il n'a pas improvisé. Un procureur antiterroriste ne parle pas en l'air. Quand il s'exprime de manière aussi explicite sur une radio nationale, c'est que les preuves dans le dossier sont suffisamment solides pour justifier chaque mot qu'il a prononcé. Et croyez-le, à ce niveau, ce ne sont pas des gens qui s'expriment n'importe comment. Ce qui est véritablement historique dans cette sortie médiatique, c'est que pour la première fois, le chef du PNAT, le parquet national antiterroriste, nomme publiquement des États souverains dans le cadre de procédures antiterroristes actives en France. La première fois. Retenez cette phrase. Elle a des implications qui courront pendant des années. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi Olivier Christen a-t-il choisi ce moment précis pour parler? Je vous répondrai dans quelques minutes, mais la réponse, sachez-le, est beaucoup plus stratégique que vous ne l'imaginez. Car, deuxièmement, il faut rappeler ce que la justice française sait à propos de l'affaire Amir DZ. Venons-en au cœur du sujet. Ce que sait aujourd'hui le parquet national antiterroriste n'est pas anodin. Fait numéro 1, il y a une douzaine de personnes, des voyous pour la plupart, qui sont en détention. Parmi elles, un sous-officier des services de renseignement algériens. C'est un adjudant-chef qui s'appelle Smaïn Rajeb. J'ai eu l'occasion déjà de l'évoquer dans de précédentes vidéos. Fait numéro 2, un mandat d'arrêt international a été délivré contre un autre sous-officier, un autre adjudant-chef, qui s'appelle, lui, Salaheddin Sellou. Son titre officiel, lorsqu'il était en France, en poste à l'ambassade d'Algérie à Paris, était premier secrétaire. Mais c'est un titre statutaire uniquement. Sa vraie fonction, collaborateur direct du général Fethi Rojdi Moussaoui, actuel patron de la DGDSE, les services extérieurs algériens, qui était à l'époque des faits colonel et en poste à Paris. Fait numéro 3, retenez ce chiffre parce que vous en entendrez parler au moment du procès. Plus de 600 000 € ont été mobilisés pour rémunérer des voyous chargés donc d'exécuter la mission contre Amir DZ. L'enquête a clairement établi, je cite, preuve à l'appui, oui, preuve à l'appui, que cet argent est arrivé d'Algérie par valise diplomatique. Et cet argent a été remis à celui qui était encore colonel Moussaoui, donc à l'époque chef du bureau de sécurité et de liaison au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris. Quelqu'un donc a payé, quelqu'un a commandé cette barbouzerie. Et l'argent, vous le savez, ne voyage pas seul, en tout cas pas à ma connaissance. Là, il a voyagé dans une valise diplomatique qui a été remise directement au chef du bureau de sécurité et de liaison, en l'occurrence l'actuel général Moussaoui, qui, je le rappelle, était donc en poste à Paris, et cet argent a servi à alimenter un fonds spécial destiné à mener l'opération Amir DZ. L'enquête remonte plus haut encore. Elle cite deux autres officiers, le colonel Mouad et son supérieur, le général Mhanna Djebar, à l'époque patron de la DGDSE, donc au moment des faits. Et puis, il y a évidemment le sommet. Les enquêteurs sont convaincus que c'est, je cite, Tebboune lui-même qui a donné son feu vert pour que soit réalisée cette opération. Je le dis clairement, je le dis en assumant chaque mot que je prononce. Et je précise que des responsables français avec lesquels j'ai échangé personnellement m'ont confirmé que chaque fois qu'ils rencontraient Abdelmajid Tebboune, il leur parlait d'Amir DZ, faisant de cette personne une obsession. Il ne parlait pas du Sahel, pas de la guerre en Ukraine, pas des relations économiques. Non, il leur parlait d'Amir DZ. Voilà par qui l'Algérie est gouvernée. Je vais être très honnête avec vous. Ce que je vous dis là, je le publiais il y a exactement 1 an dans la presse française. Certains d'entre vous le savent. Et certains disaient que c'était faux. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui parle de terrorisme d'État. C'est le procureur Christen qui vous le confirme. Faites le bilan. En avril 2025, je vous annonçais qu'Abdelmajid Tebboune a lui-même
commandité à travers ses services de renseignement l'enlèvement et l'exécution d'Amir DZ. Et aujourd'hui, c'est le procureur, chef du parquet national antiterroriste, qui vous le dit. Il y a une chose que le pouvoir algérien ignore encore, enfin probablement. Et s'il l'ignore, il découvrira cela lors du procès. La France, et je vais le dire de manière à ce que les gens initiés puissent comprendre, la France donc dispose de moyens techniques et technologiques suffisants qui permettent de retracer l'implication des plus hautes autorités algériennes. Je ne vais pas rentrer à ce stade dans tous les détails. Le secret de l'instruction l'exige, mais rappelez-vous ce que je vous dis ici, parce que lorsque le procès s'ouvrira en 2026 ou en 2027, on verra, vous vous souviendrez de cette vidéo. Troisièmement, pourquoi Christine a parlé maintenant? Nous le savons, les responsables algériens pensent qu'ils sont le centre du monde. En vérité, il n'en est rien. Olivier Christine a été invité non pas pour parler d'Algérie, mais pour parler de la menace terroriste dans un contexte de déstabilisation du Moyen-Orient, ce que tout le monde constate au quotidien en allumant sa télévision et en regardant les chaînes d'information continue et le JT de 20h. Mais il y a une autre raison. Il y a aussi un contexte qui l'a poussé à parler de cette manière et à évoquer l'Algérie. Deux raisons précises. La première, les communiqués officiels algériens. Le pouvoir de Tebboune a multiplié, il faut le dire, les gesticulations, les déclarations intempestives, les articles commandités, orduriers, insultants. Et en faisant cela, le pouvoir algérien a commis tout simplement une erreur tactique majeure. Il a forcé Olivier Christine à mettre le dossier sur la place publique pour le sanctuariser, tout simplement. Parce que oui, chaque magistrat a peur que le pouvoir politique puisse s'immiscer dans ses affaires. Ce qui est normal, en démocratie. Pour le protéger, donc pour protéger ce dossier, Olivier Christine a décidé d'en parler publiquement. Donc, tout le monde sait que l'État algérien fait l'objet d'une procédure judiciaire pour terrorisme d'État, je cite. Essayez aujourd'hui d'aller demander à Macron ou à son successeur de se mêler de ce dossier. Allez-y. Maintenant que l'opinion publique française sait qu'il existe, maintenant que les médias en parlent, c'est impossible, tout simplement. Le dossier est désormais blindé politiquement. Et grâce à qui? Grâce aux sorties impulsives et grâce surtout aux déclarations intempestives et aux déclarations approximatives, aux communiqués injurieux, aux dépêches de la PS dictées par Abdelmadjid Tebboune. Merci Tebboune, c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour justement faire en sorte à ce qu'on parle de ce dossier de plus en plus encore. La deuxième raison, montrer l'indépendance de la justice. Oui, Olivier Christine tient et tenait à montrer l'indépendance de son parquet, notamment. La prolongation de la détention de l'adjudant-chef Smaïn Rajab, il faut le rappeler, obéit à une logique judiciaire, pas politique. Or, c'est cette décision judiciaire, encore une fois, pas politique, qui a mis le feu aux poudres et qui a poussé, l'impulsif Tebboune et ses départements à la fois médiatiques et diplomatiques à réagir avec ce ton qu'on leur connaît. Et oui, Rajab reste en prison parce que cela protège la victime, parce que cela protège le dossier et parce que tout simplement cela le protège. Parce que Smaïn Rajab est certes mis en cause, mais c'est aussi un témoin. C'est quelqu'un qui va à terme témoigner contre ses commanditaires, je puis vous l'assurer, parce que je ne pense pas qu'il acceptera de prendre 20 ou 25 ans pour faire plaisir à Abdelmadjid Tebboune. Enfin, s'il lui reste un peu de jugeote. Donc il reste en prison aussi, parce qu'il faut le dire, il pourrait très bien lui arriver malheur, surtout qu'en face, il y a un régime qui a montré qu'il n'hésitait pas à agir comme un pouvoir voyou, tout simplement. Et de plus, imaginez, il aurait été, je dirais, libéré. Libre, avec l'aide des services algériens derrière lui, il aurait probablement disparu en 48 heures. Aux yeux de la justice, il ne donnait pas suffisamment de garantie de représentation, pour reprendre le terme technique, c'est-à-dire qu'il aurait pu très bien s'évaporer dans la nature. C'est la raison pour laquelle il est maintenu en détention. Ce n'est pas une décision politique, encore une fois, mais
si on devait examiner l'ensemble des décisions judiciaires, notamment en matière de lutte antiterroriste, on s'aperçoit que très très rarement, voire jamais, des mises en cause sur lesquelles il y a des preuves évidentes sont libérées avant leur procès. Le régime de Tebboune ne sait même pas ce que veut dire bonjour. Et ça, le procureur le lui a dit en termes on ne peut plus clairs. Quatrièmement, rappelant ce que le pouvoir algérien ne comprend pas. La réaction d'Alger révèle quelque chose de fondamental. Oui, le régime algérien croit que la justice française fonctionne comme la sienne. Il cherche le bon canal, le bon interlocuteur, le bon signal politique. Il pense que Gérald Darmanin peut lui être d'une quelconque utilité pour faire libérer son adjudant-chef ou pour faire clore ce dossier. Il a tenté, en tout cas, par le passé. Il a tenté, en tout cas, je parle du pouvoir algérien, d'essayer d'actionner l'ensemble des réseaux et des leviers pour voir ce qui était possible de faire. Oui, donc le pouvoir algérien cherche le bon canal, le bon interlocuteur, le bon signal politique et il ne le trouve pas. C'est pour ça qu'il gesticule et c'est pour ça qu'il panique. Parce que naturellement, les services algériens ont quelques connaissances de ce qu'il y a déjà dans le dossier. Et c'est pour ça aussi qu'ils essaient d'allumer des contre-feux. Donc, le régime pense qu'en frappant à la bonne porte, la machine judiciaire pourrait s'aligner. Franchement, j'ai presque envie de rire, pour voir à quel point ces gens, qui pourtant depuis plusieurs années viennent de façon régulière en France, pendant toutes ces années ou pendant toute leur carrière, ils sont branchés sur les chaînes françaises, parce que je ne pense pas qu'ils regardent les chaînes algériennes, pendant des années ils regardent les débats, le JT de 20h, etc. Et ils n'ont pas compris que la justice était libre en France. C'est quand même assez pathétique. Et c'est cette erreur d'analyse qui explique tout le reste. Voilà un fait. Au début de cette affaire, Emmanuel Macron lui-même, et ce que je vous dis là, prenez-le comme une révélation. Donc, Emmanuel Macron lui-même, le grand ami de Tebboune, son défenseur zélé, je dirais, a tenté de tâter le PNAT à travers l'un de ses conseillers. Encore une fois, je pèse mes mots. Il a tenté de tâter le terrain auprès du parquet national antiterroriste au début de cette affaire pour essayer de faire plaisir à son ami Tebboune au nom de la raison d'État. Eh bien, je peux vous assurer que ce conseiller se souvient encore comment il s'est cassé les dents. Macron, pas n'importe qui, l'homme qui est à la tête de la République française, celui qui a la main sur le budget, qui a la main sur l'armée, qui a la main sur la politique étrangère, eh bien lui ne pourra pas agir auprès de la justice française parce que, encore une fois, la justice en France est indépendante. Je vais le répéter autant de fois que possible en espérant que Tebboune ou Sasmala comprendront à un moment donné la réalité de ce que je suis en train de dire. Et ce n'est ni de fausses informations, ni de la propagande. Et d'ailleurs, propagande pour qui et à quelle fin? Quelle idée? Alors pourquoi? Pourquoi la justice française est-elle aujourd'hui encore beaucoup plus indépendante que ce qu'elle était il y a quelques années? Eh bien pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que depuis 2013, très précisément, la loi interdit au garde des Sceaux, c'est-à-dire au ministre de la Justice, d'adresser des instructions individuelles au procureur dans des affaires particulières. Le politique peut fixer seulement des priorités générales. Il ne peut pas décrocher son téléphone et dire « Allô, classez cette affaire, lâchez tel suspect ou fermez ce dossier ». C'est interdit, c'est la loi et elle tient. Et gare à celui parmi les politiques qui oserait, je dirais, franchir cette limite qui est posée encore une fois par un cadre législatif qui est très clair pour tout le monde. Ce qu'Alger ne comprend pas et ne peut pas comprendre ou ne veut pas comprendre, c'est que la France, quand l'exécutif empiète sur le judiciaire, il y a des recours, des journalistes, le canard enchaîné, pour ne citer que lui, qui sort le scandale, des parlementaires qui, je dirais, montent au créneau, des associations qui vont manifester. Eh bien, ce cadre n'existe pas en Algérie. C'est pour ça que les dirigeants algériens pensent que la justice française fonctionne comme chez eux. Ce cadre démocratique, ces contre-pouvoirs, cette société civile a été totalement laminé en Algérie. Et donc, il y a un contact direct entre Boualem et les procureurs et les juges pour que soit exécutée telle sentence qui est décidée dans le bureau de
l'autocrate Abdelmadjid Tebboune. Voilà la différence. Et elle est fondamentale. Et ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le concevoir chez les autres. Tout simplement.